L'argent, c'est une énergie, je suis persuadée et si on ne dépense pas, on ne reçoit pas. Même qu'il y a une autre formule de réception de l'argent par la suite, je l'ai compris aujourd'hui. Si on ne dépense pas, on ne Oui, reçoit pas. non, C'est-à-dire que si on ne dépense pas, on ne gagne pas. non. L'éclectisme éditorial de cette chaîne ABC Talk nous étonnera toujours avec ceux qui s'installent sur ces canapés qui viennent d'horizons complètement différents et c'est ce qui fait justement la singularité de ces programmes et je suis très très content d'accueillir Valentina. Alors, je veux pas faire d'erreur sur son nom, donc je préfère lui demander d'abord bonjour Valentina. Bonjour. Merci d'être là. Dizerance, 10 rangs. En Dizerans. Suisse, on prononce comme ça. En Suisse, on prononce comme ça. Merci d'être là. Vous n'avez pas cet accent suisse. OK, bon. Qu'est-ce Non. que j'ai comme accent? Non, vous avez plutôt un accent suave. Ben voilà, Bah oui. Bon. oui. Merci d'être là. Et je parlais donc du espèce de pluralisme dans les programmes que l'on propose parce que vous êtes coach, Mmh. coach et mentor. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui intrigue énormément. Je ne sais pas si en Suisse c'est passé, je veux dire, assez facilement et on en parle assez facilement. En France, on a toujours une petite réticence où on se dit qu'est-ce que ça veut dire coach? Ok, et c'est même parfois un peu galvaudé. Mmh. Mais mentor, on se demande effectivement, et on va voir au travers de votre parcours de vie comment Oui. vous en êtes arrivé là. Quelle est votre spécificité? Vous êtes coach mentor, mentor en quoi? Je suis mentor en blocage mentaux et financiers. Ça Voilà. va, ça va de pair? Ça va de pair parce que, notre situation, actuelle financière ou même notre vie, en fait, elle dépend de notre mentalité. C'est comment on voit la vie, c'est comment on la représente, c'est quelle pensée, comment on s'imagine notre futur et présent, enfin, présent et futur Mmh. qui vont définir finalement notre train de vie et notre qualité de vie. Aujourd'hui, vous pouvez dire ça. Petite, vous vous êtes dit ça déjà? Non, honnêtement, petite, aujourd'hui avec le recul, je sais que petite, je voyais toujours grand. Je voyais pas ni pauvre, ni riche, j'avais pas de jalousie, je voyais pas cette différence, en fait. Pour moi, ce que c'était important, quand je voyais quelque chose qui me plaisait, je me dis: «Un jour, je l'aurai». C'était pas du tout maladif, c'était pas quelque chose qui, vous voyez, qui me mettait en conflit avec moi-même. Je me disais: «Super, ce qu'ils ont, ouais, c'est peut-être un jour, j'aurai une maison, j'aurai une voiture comme ça», mais ça m'a pas non plus, Mmh. monté Conditionné. ou conditionné En tout par cas, vous rapport à n'étiez ça. pas dans cet état d'esprit qui consiste à dire dans les coachs et dans le développement personnel, je me projette et je donne l'intention, enfin j'ai une intention qui consiste à dire j'aurai ça un jour. Vous n'étiez pas dans cette dynamique-là? À l'époque, j'étais pas comme ça c'est clair. Même qu'aujourd'hui, je sais que notre mentalité, notre pensée, elle, forcément, elle nous guide quand même vers, quelque chose vers quoi on veut aller. Ouais. Maintenant, je suis persuadée qu'on peut manifester tout ce qu'on veut, mais, c'est le grand travail derrière. C'est le grand travail derrière et vous êtes là pour accompagner et vous êtes là Oui, pour aider. Moi, je suis allé faire un tour sur vos réseaux sociaux oui. et vous avez, et notamment sur votre Instagram, Mmh. où vous êtes assez présente, il y a des phrases Oui, qui peuvent choquer. oui, J'en ai une ici. oui. Celle-ci qui dit: «Tu es pauvre parce que tu décides de l'être». C'est Elle est ça. violente cette phrase. Oui. Comment vous pouvez Elle est l'expliquer? violente, en fait, les titres, les violences des titres, parfois, c'est pour se faire entendre. Parce que, comme je dis d'ailleurs dans cette vidéo, je ne suis pas là pour être gentille. Je suis là pour être efficace. Et les gens, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? On a toujours cette vision de pauvre et de riche. Déjà, se définir qu'est-ce que c'est pour nous la pauvreté et la richesse. Qu'est-ce que c'est pour vous la pauvreté et la richesse? Pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est de se sentir, il y a parfois les gens qui ont énormément, d'argent et se sentent pauvres. Ils sont appauvris à l'intérieur, en fait, et puis ils sont quand même remplis de croyances. Heu, Pourquoi je m'adresse à ces gens? Parce que je connais énormément de personnes qui sont extrêmement douées et puis ils s'enferment dans la pauvreté en me disant: «Ah mais moi je suis pauvre et puis je suis bien comme ça». C'est comme si d'avoir, une vie plus confortable, c'était un crime. En fait, c'est ça. Pour moi, ce message-là, c'est que la pauvreté, à la limite, c'est une pour moi,
c'est c'est une espèce de facilité. Les gens s'installent là-dedans, c'est un confort. Moi, au moins, je sais que personne ne va me juger, que je ne peux pas m'exposer. Je m'expose en faisant ça, mais je m'expose parce que j'ai envie de réveiller les gens et se dire, vous avez des talents, parce qu'on va aller plus loin de là. Les gens qui ont des talents, qui ont des dons, parce qu'on est tous venus ici avec un don, donc ça, c'est évident. Et c'est un don qu'on doit développer. Chaque personne, pour moi, doit. OK, je suis pénaliste, doit, OK. Mais le but, c'est quand même de le développer. Pourquoi le développer? Je ne parle pas de la richesse et de l'argent là. Développer pour contribuer aux autres personnes. Parce que ce que nous possédons, les autres ne possèdent pas. Et en faisant ça, on contribue à ce monde. Derrière cette phrase qui peut paraître un peu agressive, en fait, se cache ce grand message que nous sommes venus ici pour contribuer. Alors, se cacher dans une situation de confort, en ayant des moyens mentaux et intellectuels, pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait exister. Qui devrait exister. Alors, il y en a quelques-unes comme ça, j'en ai une seconde. Oui. Celle-ci, les pauvres restent pauvres à cause de leurs croyances limitantes. Oui. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Ouais. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'une personne qui se retrouve aujourd'hui dans une situation... D'abord, effectivement, il faut déjà redéfinir qu'est-ce qu'être pauvre. Exactement. Il y a l'aspect financier. Exactement. Dans la matière. Exactement. Et puis, il y a la richesse intérieure de quelqu'un qui, dans la matière, n'a peut-être pas nécessairement. C'est ça. Ouais. Et alors, donc, cette phrase, les pauvres restent pauvres parce qu'ils ont des croyances limitantes. Vous êtes convaincu que tout le monde pourrait être riche? Vous savez que tout le monde, c'est une croyance. Donc, moi, je suis pas riche par rapport à ses moyens, de nouveau. Vous voyez, parce que la richesse, chaque personne voit différemment. Vous venez de dire que la richesse, c'est pas que de l'argent. C'est tout ce qui va autour. La richesse, c'est le partage, c'est la contribution aux autres. C'est ça. Forcément, les gens, ils se font payer, entre guillemets, on ne travaille pas gratuitement parce que c'est le temps. Rémunérés, pardon, merci. Donc, ils sont rémunérés par rapport à leur effort et c'est normal. Je ne parle pas des spéculateurs et puis les gens qu'on connaît. Vraiment quelqu'un qui a une matière, on paye un grand maître, on paye quelqu'un. Moi, je suis prête à payer pour rester dans une zone énergétique de quelqu'un. Pour me donner les ailes, pour aller plus loin, vous voyez, c'est exactement la même chose. Alors là, les croyances limitantes, je veux dire, je ne veux pas, j'ai déjà essayé une fois, je peux pas apprendre une langue, j'ai déjà essayé 3 fois, donc c'est pas pour moi. La croyance, si je veux commencer à gagner plus que mon mari, il va me quitter. Si mon mari commence à gagner plus que l'argent, gagner de l'argent, il va avoir des filles et puis il va me quitter aussi. Mes parents, et j'en connais quelques-uns, des clients comme ça, que les parents jugent les enfants parce qu'ils ont dit, nous, si tu veux faire les études, c'est les gens qui sont mauvais, vous voyez, des riches, c'est des méchants, c'est des mauvais. On a quand même une image très négative des riches, mais de nouveau, qui sont ces riches? Alors, on va voir justement votre parcours de vie parce que c'est quand même très intéressant. La première question, et je suis obligé de vous la poser, Valentina, parce que j'ai été très touché par votre histoire. Je trouve que c'est un exemple de ténacité, de volonté, de projection, de désir, d'envie. Et en même temps, je me dis que les gens qui nous écoutent, ils vont commenter cette vidéo. Et ils vont dire, c'est bien beau de parler de richesse, mais moi, si je veux travailler demain avec Valentina, et si je n'ai pas l'argent pour m'offrir les services de Valentina, je resterai dans ma situation. Oui. Donc l'argent, le côté matériel, l'énergie d'argent, elle est importante pour ne plus rester dans cette dimension du pauvre que vous exposez. C'est ça. Pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, peut-être pas aujourd'hui, il y a toutes ces vidéos en fait. Je offre énormément de contenu gratuit. Déjà là, je pense qu'on a D'ailleurs, j'ai eu énormément de commentaires. Une fois, je suis arrivée dans un fitness et la fille m'a dit « Valentina, c'est vous. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais et vous m'avez énormément aidé. » Donc, tous ceux déjà qui comprennent que quand je parle, les gens disent « Moi, je n'ai pas d'argent.
Et j'ai un programme qui sort, par exemple, qui coûte 400 €. Et il me dit, j'ai pas d'argent pour m'offrir. Bien sûr qu'il peut, il a un Bien arrangement sûr. de paiement. Oui. Mais très, très, très souvent, ce genre de personnes qui vont acheter un iPhone à 1500 €, et ils ont de l'argent pour ça. Ils vont fumer, boire, enfin, je ne vais pas commencer. Mais voilà, c'est vraiment la ténacité, elle commence par là. Ouais, choisir ses priorités. Exactement. Ouais. Alors, votre histoire, et on reviendra ensuite sur votre expertise et la manière dont vous accompagnez ceux et celles que vous coachez. Votre histoire, elle est incroyable parce que, alors déjà, elle est d'autant plus incroyable parce que l'actualité est incroyablement douloureuse. Et je parlais du Ouais. côté slave parce que Ouais. vous venez de ces pays-là. Oui, Et vous avez une maman qui est russe oui, et un papa qui est ukrainien. oui. Bon. Juste une parenthèse, vous avez toujours vos parents? Ma maman, elle est toujours en vie, papa, il est mort. Ouais. OK. Heureusement, je pense, honnêtement. Ouais. Ça aurait été difficile, je pense, à gérer. Ouais. Ouais. Votre maman vit toujours là-bas en À Ukraine? Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg. Oui, mon papa Ouais. était de Kiev et ma maman était de Saint-Pétersbourg. Bon. Et donc, et vous avez grandi dans quel univers familial? Simple. Bon, mon papa était militaire, mais les parents sont divorcés très, très tôt. Maman, elle était comptable. Et la grand-mère très Présente. active, très présente, grande travailleuse. Elle a changé son métier à 47 ans. Donc elle est devenue par force des choses, elle devait apprendre un nouveau métier à l'Union soviétique à 47 ans. Je peux vous dire, à l'époque, c'était déjà 50 ans, c'était déjà des très vieilles personnes. Hein. Ouais. Donc elle a commencé ça, elle est devenue technicienne dentiste, elle a travaillé jusqu'à, je crois que 80 ans. Donc voilà. Et elle avait un peu plus d'argent, je dirais, mais sinon on était très simple. On ne savait pas ce que c'est les collants, des bottes en plastique en hiver à moins 40. J'avais une sœur jumelle et pour ma maman c'était très compliqué pour pouvoir nous élever. Donc c'est les conserves comme tout le monde, les conserves de les verres, pas de fruits bien entendu. Et là vous vous dites, je veux une revanche sur la vie? J'aime pas le mot la revanche en fait. J'aime pas. Pour moi c'est pas la revanche. Quand on avance dans la vie, c'est tout ce que je fais, en fait, vous allez remarquer, je souris toujours. Je fais par amour, avec beaucoup de plaisir. Sinon, je le fais pas. Quand je vais dans une salle de sport, je fais mes activités avec beaucoup de plaisir, même si c'est dur. Je vais tous les jours et c'est très dur. Mais c'est pas grave. Moi, je le fais pour moi avec plaisir. Du moment que je sens que ça me fait plus plaisir, j'arrête, je fais autre chose. Donc, voilà. Non, j'ai jamais voulu prendre la revanche. Je pense que j'étais toujours leader naturel. Et pour moi, la jalousie n'existait pas. Donc, je pense que c'est venu naturellement, en fait. Vous auriez pu avoir une rage qui consiste à dire les autres ont, moi je n'ai pas, j'ai pas été, voilà, j'ai pas grandi dans le luxe et il a fallu effectivement que j'y aille avec l'huile de coude, comme on dit en France. Donc, mais vous n'avez pas eu ça. C'est le sport qui vous a sauvé. Le sport, bien entendu, le piano avant. Je peux pas dire que il fallait que toutes les filles russes à l'époque fassent du piano. Plusieurs années. Oui, et le sport, c'était quand même une école extrêmement intéressante. L'escrime en l'occurrence. L'escrime en l'occurrence. Et jusqu'à un très haut niveau. Le très haut niveau, beaucoup de travail, énormément de travail. Quand je suis arrivée dans la salle la première fois, je faisais jamais de sport avant, donc je vous dis pas comment j'étais souple. Voilà, c'est la fille qui était toujours assise sur le canapé, qui mangeait ses gâteaux, vous voyez, la télé, regarder, écouter la musique, tricoter, lire, faire les devoirs. Et le sport, ça faisait pas du tout partie de ma vie. Et tout d'un coup, je suis rentrée dans cette salle et j'ai vu les filles de mon âge, parce que c'était déjà assez tard, je crois, 13 ans. Je suis arrivée dans la salle et j'ai vu les filles de mon âge qui étaient déjà les stars. Je les ai vues et je me dis, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais y aller. Voilà. Ouais. Et j'ai travaillé non-stop, 5-6 heures après l'école pour arriver à leur niveau. Et bien entendu, je l'ai dépassé. Ouais. Et à 17 ans, vous êtes maître d'armes en escrime et vous allez passer un professorat d'éducation physique? Absolument, oui. Ouais. J'ai fait une année à l'université d'ingénieur, en fait. Quelque chose qui m'a servi par la suite dans mon prochain métier. Ouais. Et puis là, c'était très technique, maths sup, chimie organique, inorganique, machin, tout. Les dessins techniques
qui va me servir plus tard. Et j'ai changé l'université, j'ai parti à l'université de sport pour devenir le professeur de sport et pouvoir... J'aimais bien cette activité parce que, de nouveau, quand tu as une grande salle devant toi, ça m'est arrivé à 22 ans, diriger une salle à 150 élèves où il fallait les échauffer et il fallait les tenir, cette salle. Les filles de mon âge, moi j'arrive ici pour le stage et j'ai 150 filles en face de moi, ou bien garçons, je sais pas, les étudiants, et il fallait être suffisamment, cadré suffisamment pour pouvoir être Donc, entendu. déjà une âme de leader. Ah, complètement, oui. 26 ans, vous arrivez en Suisse. Oui. Pourquoi faire? Je suis venue pour rendre visite à une copine, tout simplement. Et vous tombez en amour, comme Voilà, en amour. Voilà. on dit, de la Suisse. C'est dans Suisse, je dirais. Exactement. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a, à chaque fois qu'on prépare une émission, il y a ce qu'on appelle une fiche de prod où vous nous donnez tous les renseignements de votre cursus. Et alors, à 26 ans, donc on est dans les années 90, vous découvrez, vous vous installez en Suisse, vous allez travailler comme ouvrière aux abattoirs de Lausanne. Ouais. Ouais. En fait, il faut savoir que quand on grandit à l'Union soviétique, en tout cas à l'époque c'était comme ça, les gens disaient, mais pourquoi faire apprendre une langue étrangère? On n'est qu'un sous le rideau de fer. C'était juste quand j'ai pu traverser la frontière, c'était Gorbatchev qui est venu, donc il a ouvert les frontières. Et tout d'un coup, tu disais, mais pourquoi apprendre l'anglais, le français, voilà, à part vraiment l'élite des gens qui ont voyagé. Nous, on ne pouvait pas de toute façon voyager. C'était un petit peu, aujourd'hui, je sais que c'était un peu bizarre, mais ma foi, j'ai pas appris des langues. Et j'arrive en Suisse et puis je dis, mais il faut quand même avoir de l'argent. Enfin, comment je vais faire pour gagner de l'argent? Et la seule possibilité, à part, je pense que j'aurais pu aller au restaurant, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait. Peut-être que c'est une croyance limitante. Je me disais, voilà, on va me pincer les fesses, etc. Vous voyez, ce côté un peu serveuse qui me dérangeait. Et j'ai trouvé ce travail aux abattoirs de Lausanne comme ouvrière, aux emballages, transpalettes, enfin plein de trucs. En tout cas, vous aviez cette volonté, cette envie de sortir de là. Oui. Quel était l'objectif à ce moment-là? Quand j'ai quitté la Russie, j'ai dit à ma mère, elle était quand même très triste et très fâchée. Elle a dit, mais pourquoi tu nous quittes? Je disais, maman, j'ai vu un endroit où tu peux travailler et tu peux te permettre des choses. Tandis qu'en Russie, on pouvait travailler beaucoup, à la limite, tu n'avais pas de perspective. Et là, j'ai compris qu'il y a une perspective. Pour tous ceux qui veulent et voilà, je ne savais pas encore où j'allais, hein, ça c'est clair. Quand les gens passaient dans les abattoirs, ils disaient, cette fille, elle ira loin, parce que j'en ai cassé du travail. Hein. Et, mais moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles disent voilà, actuellement, où je me trouve, comment? Mais cette force de caractère, quand même, on sent bien qu'il y a cette envie, presque une rage, hein, quand même, de vouloir atteindre ses rêves, c'était ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Quoique, une fois, quelqu'un qui m'a demandé, mais Valentina, est-ce que tu savais qu'un jour, tu vas te construire une magnifique maison au bord du lac Léman et tu y vas habiter? Que tu as la maison de tes rêves. Et je me suis comme ça retenue, puis je dis, mais en fait, je ne crois pas que je rêvais d'avoir une maison. Vous voyez, j'aime ça, bien sûr, et tout, mais pour moi, c'est pas matériel, c'est pas, voilà, les phrases que j'essaie de partager avec les gens, que la richesse, c'est pas que ça, c'est un outil, en fait. C'est là où on se sent peut-être bien, etc. Tu me mets dans une petite baraque, je me sentirais aussi bien. Vous êtes en Suisse, et alors là, il y a une sorte, vous appelez vous dites ce que vous appelez le saut quantique. Oui. Parce que vous allez acheter, et c'est là où je ne comprends pas, entre le moment où vous travaillez aux abattoirs de Lausanne et vous achetez un immeuble que personne ne veut, qui est complètement en rue, enfin qui est délabré, qui est complètement... Et vous allez acheter cet immeuble en Suisse. En fait, depuis toute petite, quand je rentre de musique, les cours de musique en fait à Saint-Pétersbourg, je passais en bus et je me souviens, les fenêtres étaient gelées, donc je faisais les petits trous et j'observais dans les vieux quartiers les appartements. Je regardais dedans, vous savez, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que c'est décoré? J'ai vu ces grands plafonds, les lustres, etc. Et je me disais, waouh, ça doit être magnifique de faire les décorations. Donc, c'était déjà, je pense, qu'il a. Et effectivement, le père de mes enfants, il habitait dans un village. Et dans ce village, il existait une maison qui était un peu
mais vraiment carrément pourrie, avec le tas de fumier devant. Personne ne voulait cette maison, bien entendu. Même qu'aux enchères, j'étais pas la seule, hein. Et ce qui se passe, c'est que le père de mes enfants, il me dit, écoute, cette maison, elle va être vendue. Et j'avais justement des économies, donc pour dire, quand les gens disent rien, je gagnais à l'époque 13 francs l'heure. Mais pour la Suisse, c'est rien, 13 quoi. francs Ouais. suisses, Mais ouais. vraiment, donc du coup, ça m'a resté. Je crois que j'ai une fiche de salaire. À l'époque, j'ai gagné 2800 francs suisses, mais c'est vraiment Oui, c'est très un très très peu petit d'argent à salaire en l'époque, Suisse, voilà. ouais. Et j'ai arrivé quand même à économiser. J'ai arrivé à mettre de côté, et cette somme-là qui m'a permis après de faire mon premier rapport, en fait, pour cet achat. Moi, je l'avais vu cette maison, je l'imaginais déjà complètement différent. Mmh. Comme aujourd'hui, je passe partout et je vois ces maisons. À chaque fois, je me dis, oh, là, on aurait Mmh. fait là de la matière. Est-ce que ça Voilà. a été donc des années de privation? Non, non. En fait, je pense que pour mettre de côté, la philosophie aujourd'hui, bah, je pratique parce que je l'ai vécu. Économiser, ça ne veut pas dire se priver. Il faut se faire plaisir. Parce que quand on se prive, on voit plus le plaisir de faire quelque chose, vous voyez. Et c'est important dans tout ce qu'on fait. Quand on se dit, Tchekhov, il a écrit une fois un roman extrêmement intéressant, ou Gogol, je sais plus, en écrivain russe. Il y a un monsieur qui a économisé toute sa vie pour s'acheter un manteau militaire. Toute sa vie, il mettait tout l'argent, tout l'argent, tout l'argent. Et un jour, il a acheté. Il a acheté son manteau, il sort, il le met, il sort, il voulait même pas le mettre dehors parce que pour lui, c'était précieux, c'est toute sa vie qui était dedans. Il sort à l'extérieur et puis il s'est fait agresser et puis il s'est fait prendre son manteau. Il est mort de ça, vous voyez. Donc quand on se prive et qu'on n'a plus rien autour, non, je pense que gestion de l'argent, en fait, c'est extrêmement intéressant. Il y a les pourcentages, on va en parler là-dessus, à mon avis, mais il faut se faire plaisir. S'il n'a plus de plaisir, il n'a plus de raison finalement de Et vivre. donc ça, c'est une des facettes de votre accompagnement? Exactement. La gestion financière, la gestion du Exactement. quotidien, la gestion de tout ça? Exactement. Je fais pas des programmes où on fait vraiment tous les calculs. J'explique la manière globale aux gens. Mmh. Qu'est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce que c'est la valeur de cet argent? Enfin, après, chacun a sa valeur, bien entendu. Mais comment, dans les pourcentages, en fait, on gère, d'ailleurs, en parlant des énergies, l'argent, c'est une énergie, je suis persuadée. Et si on ne dépense pas, ben, on ne reçoit pas. Même qu'il y a une autre formule de réception de l'argent par la suite, je l'ai compris aujourd'hui. Si on ne dépense pas, on ne Ouais, reçoit pas. non, C'est-à-dire que si on ne dépense pas, on ne gagne pas. non. L'argent, c'est une énergie. Donc, quand on était tout le temps pour soi, pour soi, pour soi, pour soi, ma grand-mère, elle a économisé toute sa vie parce qu'elle a cru que c'était comme ça. Et puis un jour, elle a eu le rouble qui est tombé, elle a tout perdu. Donc vous allez acheter cette maison. Oui. C'est ça que vous appelez le saut quantique? Non, le saut quantique, c'était plus tard. Ouais. Ouais, c'était plus tard. C'est quoi? C'est que pendant le parcours, j'en ai racheté, j'en ai revendu les immeubles, etc. Et par la suite, en fait, j'ai construit une autre maison, vraiment celle que je voulais, ce que j'imaginais aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je peux faire mieux. Mais voilà, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que c'était le fruit un peu des années de travail, des années d'autres transactions, d'autres constructions que j'avais réalisées dans ce bien, en fait. Et que j'ai reçu une proposition extrêmement intéressante qui m'a permis vraiment de faire un grand saut et aussi pouvoir aujourd'hui contribuer au monde. Pour moi, voilà, c'est ça. Alors dans ce parcours, parce que c'est une sorte de conte de fées, hein, enfin, même s'il y a des efforts, même si on a bien compris que Oui, il y a de la résilience oui, aussi, il y a des choix de vie que oui, vous avez opérés, il y a un déclencheur et il y a une cassure. oui, 45 ans, oui, 45 ans, dépression, oui, vous vous séparez de la personne qui partage oui, votre vie, oui. et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le trou noir, tu es couché dans la chambre, dans une chambre noire, tu as les enfants de 11 et 12 ans qui sont là, mais en fait, il y a rien qui te retient. Tu as vraiment des pensées assez, voilà, Noir. assez noires, et que tu te dis finalement, il y a rien qui me retient, même pas les enfants. Tu as envie de tout lâcher parce que tu te dis, il y a tellement eu de choses en fait qui m'ont tombé dessus que
Je ne savais pas où aller, etc., les peurs, c'est tout ce que j'aide aujourd'hui, ce que je travaille aussi sur ça avec des gens pour leur expliquer que voilà et je me disais: «Mais quand il aura une lumière, au fond du tunnel?» Moi, j'imaginais quand même qu'il devrait avoir une lumière au fond du tunnel et réflexion intéressante, je parlais de ça hier, c'est que autour de moi, les gens disaient: «Mais tu sais, quand il a ces séparations, des dépressions comme ça, il faut une année pour que ça passe, et puis que ça commence à aller mieux et tourner» et je me disais: «J'aimerais m'endormir et de me réveiller une année plus tard». Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors en fait, un jour, j'étais voir un médecin et il a dit: «Écoutez, bah, si vous allez rester comme ça, vous allez mourir et vous avez une énergie incroyable, les gens, ils ont besoin de vous et vous n'avez pas» enfin, voilà, un petit peu comme ça. Et j'ai repris mes études, de brevet fédéral de courtage. Je suis allée, voilà, tout droit là-bas où j'ai arrêté et je l'ai obtenu, ce brevet par la suite et cetera. Voilà, j'ai fait un déclic Mmh. comme ça. Parce que et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire: «Mais Valentina, elle avait tout. Mmh, Un mari, mmh, une maison, mmh, elle habite en Suisse, mmh des enfants, pas ouais, de problème d'argent, mmh, les choses évoluent plutôt bien dans sa carrière et pourtant, ouais. ça ne va pas». Alors en fait, je pense que je me suis menti pendant très, très longtemps. Heu, OK, on dit des choses comme elles sont. Le papa de mes enfants, c'est quelqu'un de, très bien. Seulement, je crois que c'était pas, l'homme pour moi OK, et on était très, très différents OK. et puis, en fait, je vivais dans ce mensonge un petit peu au bout de moment. Quand on vit la vie des autres, je passais mon temps, à la limite, regarder les galas, le Paris Match et les autres vivent la vie des autres et je rêvais d'une autre vie complètement. Ce n'est pas une question de richesse, mais c'est une question d'une autre, vous voyez, d'une autre Mmh. lumière, d'autres, entourages, d'autres activités professionnelles et cetera. Donc voilà, c'était ça. À quel moment, intervient la notion de coaching, de mentorat, et d'aide pour Mmh. essayer d'être, d'accompagner ceux qui, rêvent de ce que vous avez Bien monté et sûr, créé oui, et qui sont effectivement face à des murs parfois? oui, absolument. Tout d'abord, j'ai réalisé plein de choses par rapport à mon expérience, par rapport plusieurs expériences. J'ai eu, bien entendu, quelques relations extrêmement intéressantes et enrichissantes, dans ma vie privée, donc et qui m'ont permis aussi de comprendre certaines choses et j'ai revu le blocage qui est finalement qu'on peut contourner et qui nous font perdre beaucoup d'années, énormément d'années. Donc gagner du temps. Gagner du temps et gagner du temps, c'est gagner, la vie et de nouveau, voilà, contourner et transformer ces croyances, limitantes en croyances aidantes. Je savais pas encore à l'époque que ça s'appelle comme ça, heu et il y a les gens autour de moi, je voyais que, les gens étaient bloqués par rapport à certaines pensées, certaines phrases, ces fameuses croyances limitantes qu'on prononce et je me disais: «Mais attends, si tu savais qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui ont dit ça, mais on sait même pas qui c'est qui a dit ça» Mmh. et cetera et là, j'ai senti en fait que, ça c'est comme un appel. Vous savez que parfois on dit: «J'aimerais bien dans 2 ans faire la scène, de faire une conférence». C'est comme la scène m'appelait et là, le coaching m'appelait, en fait et j'ai commencé la formation, coach, pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que je pensais que c'était trop tard et Quelles étaient c'était une croyance limitante? c'était une croyance limitante. Ouais. Je pensais: «Mais attends, mais comment tu vas faire? Tu es bientôt à la retraite, enfin et tout ça. Comment enfin, qu'est-ce que tu enfin, combien de temps tu vas» vous savez, comme à l'époque, on choisissait le métier pour la vie, tout d'un coup, on te dit: «Ah ben, si à 54 ans, tu commences un métier, qu'est-ce qu'il te reste, en fait?» Ouais, C'est ça ouais. et puis après, je dis: «Non, non, non, tu vas te lancer» et là, dans la formation, les premiers résultats que j'ai vus vraiment réels, c'est quand on travaille entre nous, dans les groupes, en fait, pendant la formation. Et j'ai vu qu'il avait des résultats assez, intéressants, frappants parfois et je me dis: «Waouh, c'est ce que j'ai envie de faire». Parce que voilà, j'ai quelque chose à dire et j'ai quelque chose à partager. Vous avez quelque chose et c'est pour ça que vous le dites, Ouais, aujourd'hui et alors, on demande toujours un ce qu'on appelle nous un clem, c'est-à-dire une phrase d'accroche, ouais, qui résume bien et alors la phrase d'accroche, c'est celle-là que vous avez choisie. oui, «L'âge n'est qu'un chiffre», oui, par rapport à cette année, parce que vous êtes ce qu'on appelle une femme majuscule.
C'est comme ça qu'on dit en France. Vous êtes Ok, une femme majuscule. Quand on a 50 ans, on d'accord, est une femme majuscule. d'accord. Voilà, c'est comme ça que je dis. Bon, voilà. Ok, je sais, ouais. C'est joliment dit. Il vaut mieux dire ça que... Hein, Oui, bon, c'est on est ça. d'accord. Bon. Oui, Vous êtes une femme majuscule. Et la première croyance limitante, c'était de vous dire oh, parce que j'ai 50 ans, c'est ça. on recommence pas à C'est ça, zéro, c'est absurde. exactement. Déjà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui me contactent, et même moi, ça m'est arrivé aussi. À partir déjà 40 ans, on s'est dit, oh, voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Enfin, je peux plus plaire. Je connais une dame brillante qui a 45 ans, qui a trait à la radio d'ailleurs, et qui dit, mais de toute façon, ma vie, elle est finie, j'ai déjà tout vécu, etc. Et c'est ces phrases-là qui m'ont frappée. Et je me disais, en fait, il faut pas réfléchir. Si quelque chose t'appelle, peu importe l'âge, peu importe le temps que tu vas l'exercer, du moment que tu fais du bien, notamment aux autres. Si quelque chose t'appelle, c'est intéressant et c'est important ce que vous dites. Si quelque chose t'appelle, il faut le faire. Oui, Quid? La famille, les enfants, les obligations financières, les prêts, etc. Tout ça, ce sont des fausses excuses pour des vous? fausses excuses, absolument. Oui, oui. Je connais énormément de clients, notamment les messieurs qui disent bah là je peux pas divorcer, ou les femmes aussi. Parfois les couples se restent pendant des années parce qu'ils ont une maison, ou bien ils se mentent en disant ah quand on attend que les enfants aient 18 ans pour pouvoir faire, et finalement ils vivent toute cette, vous voyez, c'est tragique parce que les enfants souvent ils ressentent en fait ce qui se passe, Hmm. ils répètent ces schémas par la suite. Donc c'est très égoïste, à mon avis, c'est très égoïste. Mais il y a aussi... Alors, c'est très égoïste ou est-ce que c'est aussi... certains vont vous dire, bah, c'est très beau parce que quand on a une famille, on n'a pas envie égoïstement de prendre une décision qui pourrait les mettre soit en danger ou qui pourrait les mettre dans une situation, dans un équilibre de vie qu'ils n'auraient plus. Quand vous décidez un jour ou l'autre de changer de vie parce que vous n'êtes pas aligné, Oui, vous changez de métier, oui, bah, quand vous avez une famille et tout le reste, vous embarquez tout le monde. bah bien sûr, Donc, il peut y avoir des dommages collatéraux. bien L'égoïsme, ce sûr, serait de dire, certains vont penser ça, bien sûr, l'égoïsme, ce serait de dire, si je le fais, et tant pis, oui, ça suivra. oui, Ça, c'est de l'égoïsme. oui. En revanche, il y a des gens qui se limitent et qui se disent, je le fais pas parce que je ne veux pas impacter ma famille. OK. Et puis, si vous restez pendant 15 ans avec quelqu'un que vous aimez plus, Ça, l'amour, c'est différent. voyez? Mais je parle plus des affaires, C'est du ça. développement d'une affaire ou Alors, quelque moi, chose. on travaille sur ça. C'est une question qui vient souvent. Par exemple, notamment quand quelqu'un il est plus satisfait de son Métier. activité, Ouais, son métier. Et c'est là, en fait, c'est forcément, tu vas pas tout lâcher bien sûr, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des engagements. bien sûr, Quand tu prends une décision, tu es responsable des conséquences de cette décision. bien sûr. Donc, tu te prépares en avance, tu regardes où ils sont tes forces pour pouvoir les de nouveau développer, pour que ce soit, pour pouvoir générer, voilà. Tu fais petit à petit. Un être humain qui est suffisamment intelligent et sensé, il va pas tout lâcher. Hmm. Et puis, s'il est tout seul, il peut le faire. De nouveau, c'est sa responsabilité, etc. Évidemment, il est seul, il n'y a pas Forcément, d'engagement. s'il s'est engagé Ouais. en mariage, s'il est engagé d'avoir des enfants, il a quand même, il doit prendre en considération ça. Pourtant, vous ne l'avez pas fait. Écoutez, aujourd'hui, j'en ai quand même, je pense que je suis quand même restée pendant quelque temps, Ok. même trop longtemps. Mais vous savez pourquoi je suis restée aussi? Aujourd'hui, je suis persuadée que j'aurais pu m'en sortir très, très bien toute seule. D'ailleurs, honnêtement, j'ai commencé à gagner de l'argent quand j'ai fait l'ordre dans ma vie privée. Bah, l'ordre, ça veut dire quoi? C'est pas le toit et ta maison. L'ordre, c'est quand tu es aligné avec toi-même. Parce que souvent, les gens qui restent dans cette situation, ils sont pas alignés. C'est les excuses, voilà. J'ai mes enfants qui ont 18 ans et quand mes enfants auront 18 ans, Je ferai. quand je vais payer, d'ailleurs, je crois que il y a pas mal de contenu sur le syndrome de la vie différée. Quand on appelle ça le syndrome de l'hypothèque. Une fois, quand l'hypothèque soit finie, payée, là, je mettrai l'ordre dans ma vie, je pourrai changer mon métier, etc., etc. Mais il y a quand même des années de vie qu'on pourra plus jamais revivre. Donc, du temps perdu. Complètement. Donc, votre accompagnement aujourd'hui en tant que coach et mentor, donc, c'est une prise de conscience de la situation, Oui, 2, une analyse de la situation, oui, et 3, une méthodologie, une oui, mise en place c'est ça. pour une transformation, Une stratégie, une voilà. Et stratégie. chaque personne, bien entendu, il a ses demandes, à savoir que, en fait, tout est lié. À chaque fois, on dit, il faut se spécifier sur une
Un domaine. un domaine. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, ben, mais tu vois, les femmes qui vont justement, qui ont comme toi, qui veulent peut-être divorcer, qui n'osent pas parce que c'est le mari qui travaille et puis elle paye pas, etc., etc. C'est vraiment une problématique importante, de savoir que derrière ça, justement, il a sa relation avec son mari, son positionnement, son cadrage. Qu'est-ce qu'elle sait dire? Est-ce qu'elle sait dire non? Est-ce qu'elle sait, pourquoi est-ce que si une femme, elle veut aller travailler et peut-être faire quelque chose de sa vie un peu plus sensé qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi ça doit finir par un divorce? Vous voyez, c'est absurde. De comment tu parles, c'est là, j'ai fait aussi cette formation de maître praticien en programmation neurolinguistique. Le PNL? Ouais, la PNL, parce que je trouve que c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement intéressant. Et la base de tout, c'est la communication. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on dit et comment la personne, elle va présenter, ou bien comment le monsieur, les femmes. Je veux pas généraliser les femmes et les hommes, on est tous les êtres humains et des deux côtés, il y a à chaque fois les dégâts. C'est une manière aussi de pouvoir communiquer, de s'entendre, de se comprendre et se faire entendre surtout. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Valentina, que votre parcours de vie légitimise votre discours et vos actions en tant que coach? Absolument, absolument. Et surtout en tant que menteur, ouais. Parce que finalement, le coaching, c'est les méthodes, en fait, c'est le questionnement, etc. La PNL, c'est un grand outil extrêmement intéressant et tout. Et forcément, euh, quand tu as passé par toutes ces étapes, tu sais de quoi tu parles. Tu as vécu, tu les as vraiment, tu les as passées en travers de ton corps, en fait, et en travers ta tête. Tu as vécu des moments, tu sais de quoi tu parles et tu ne minimises pas, mais non plus tu fais pas tout un tas pour quelque chose que... Parce que mon patient, il m'a dit, parfois ça arrive, j'aime pas du tout ni critiquer ni cracher ni aucun cas de psychologue. Ils disent, mais voilà, mon patient, il a dit ça, ils vivent sur en fait, les expériences de ces patients, mais il n'a pas passé par ça. Et pour moi, le vrai mentor, la vraie force d'un mentor, il a vécu ça. Il a créé plusieurs entreprises. Il sait par quoi commencer. Il sait où vont être les difficultés. Il sait comment se Mmh. relever après une séparation. Et voilà, donc toutes ces choses-là. Donc vous accompagnez, de quelle manière ça se présente? C'est un accompagnement sur combien de temps? En Alors, fonction des cas? 6 mois, c'est un accompagnement one-to-one, en fait, personnel. OK. Ça, c'est déjà pour quelqu'un vraiment qui a une vie, je dirais, accélérer vraiment des choses. Il sait déjà, il a déjà essayé plusieurs, il a vu les contenus, il a fait Mmh. les programmes, il a travaillé dans les groupes, dans les Zooms, etc. Mmh. Et qui veut vraiment se dire, là, maintenant, c'est bon. Voilà, je veux 4 à 6 mois, je me lance dedans et je veux quelqu'un pour qu'on analyse ma situation. À savoir, quand on travaille en groupe, il y a énormément du bien, en fait. Mmh. Mais il a, entre guillemets, on travaille chaque cas. Et quand on travaille plusieurs cas, ça prend beaucoup plus de temps. Bien sûr. Tandis que quand on travaille que nous, ben forcément, on va travailler là, vraiment cibler Mmh. les problématiques de personnes. Donc 4 ou 6 mois, c'est ça? Oui, 4-6 mois, ça peut aller tout plus loin. Hein. Ouais, Nous, on a ouais. tous les mentors. Honnêtement, tous les coachs et les mentors, on a tous parce qu'on a compris ce que c'est. Un truc que je veux dire quand même aux gens, on le partage souvent entre nous, les coachs. Quand on commence le développement, on dit le développement personnel, parfois ça fait peur un peu parce Oui, qu'on dit mais qu'est-ce que oui. c'est la mode, le développement personnel. Le développement personnel, c'est de mieux se comprendre aussi et de se respecter et de se connaître ses valeurs et enfin, être aligné avec soi-même. Et bah oui, parfois, ça fait nettoyer un petit peu les gens autour de nous. Mmh. On change complètement l'univers, on change nos habitudes parfois. Et, et ce que surtout, euh, j'ai toujours su ça, mais au niveau personnel, la même chose, on n'est jamais perdant. Donc, on retrouve les gens qui évoluent de même manière, qui sont sur euh, hauteur des ondes, comme on dit, Mmh. que nous. Et c'est génial. Le même mindset, comme on dit. Mindset, absolument. Mmh. Ouais. Il y a qu'une chose, à mon avis, sur lequel vous ne pouvez pas, intervenir, c'est sur, la volonté ou pas de Absolument. changer. Absolument. Absolument. Moi, je vois quand même, il y a beaucoup de personnes il faut du temps. Il faut parfois beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est comme vous savez, c'est comme dans les addictions, on peut dire aussi. Hein. Les gens, ils mettent du temps pour comprendre. Ils peuvent se dire devant le miroir, je suis un alcoolique. Mmh. Vous voyez, etc. Donc, quand on veut vraiment changer quelque chose,
Parfois, il faut du temps pour comprendre. Parce que finalement, on a tous la tendance à se dire, mais le changement, ça fait peur, Bien on sûr, nous enlève quelque chose. bien sûr. Qu'est-ce que le futur, cette peur irrationnelle qui vient. Voilà, donc il faut se dire, là maintenant, c'est bon, c'est Mmh. fini, j'ai vraiment envie de changer. Et on n'est jamais perdant. Et le futur qu'on s'imagine, dans la plupart des cas, euh, il est pas du tout réel en fait. Autre phrase sur votre, Instagram, Ouais. mais Oui, parce que fait la croyance limitante, l'argent ne fait pas le bonheur. Forcément, souvent les gens ils parlent le bonheur. Là, je m'adresse aux gens qui sont on a la maison, on vit dans une cage dorée et finalement, ben, je suis pas heureuse, vous voyez? Forcément. Heu, L'argent, c'est un outil. Le bonheur, par exemple, là, mais c'est parce que imaginez que tout d'un coup, vous avez, quelqu'un proche de chez vous, enfin, que vous connaissez et qui est dans le besoin ou qui est malade. Il faut l'aider et vous n'avez pas d'argent. Vous voyez? C'est de là, en fait. Il ne fait pas le bonheur. Mais quand on a de l'argent, la vie, elle est quand même beaucoup plus facile. Et il faut pas se cacher la face. bien sûr. On ne pense pas que on dort la nuit tranquille. On sait que demain, on pourra payer notre loyer et que nos enfants, ils auront à manger et à boire. Donc, c'est de là, en fait, ça parle. Je m'adresse ici. Oui. Nous, on dit souvent: «L'argent ne fait pas le bonheur», mais il y contribue grandement. Absolument. Ouais, évidemment. C'est beaucoup plus simple. Évidemment. Donc, moi, moi, j'étais touché par votre parcours de vie et là, je visualisais, heu, cette jeune femme qui déboule comme ça en Suisse, qui a à peine, 26 ans, Incroyable. et qui, voilà, et qui se dit, voilà: «Je vais faire des choses, Ouais, il faut que je gagne ma vie et je vais ouais, bosser dans un abattoir», ouais, quoi, et quand on voit où vous en êtes aujourd'hui, ouais, c'est un bel exemple de résilience, ouais. de détermination. Mmh. Et peut-être certains vous diront d'éducation. Oui, certainement. Vous avez été éduqué dans ce format-là? Moi, je pense que le travail, quand même, le travail, c'est essentiel, en fait. Si tu as pas peur de travail, si tu pas, heu si tu es pas à chaque fois à se dire mais que, «Ah ben, moi je veux pas travailler pour ce montant-là», vous voyez? On entend souvent les gens. Ils préfèrent, j'appelle ça les conduire son canapé, rester le conducteur de canapé qu'aller travailler parce qu'en fait, je suis pas assez bien payé. Souvent je dis: «Mais, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes, peut-être trop payé déjà pour, ce que vous êtes, hein?» Mais voilà, c'est vraiment le travail, et beaucoup de courage. Avec le recul, je pense que, le courage, c'est une qualité à vraiment à travailler et à retravailler, parce que, c'est le moteur, en fait. C'est clair, quand tu arrives dans un pays et puis, en fait, tu parles qu'une langue. Tu es muette. Donc tu entends ce qu'ils disent les gens, voilà. Mmh. Et de le prendre ce côté aussi positif, c'est dire: «OK, Mmh. faut pas jouer le drama, c'est comme ça». Est-ce qu'aujourd'hui, Valentina, vous êtes une femme dure? Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi je pense que c'est ça aussi. Pourquoi être dur? C'est les gens, durs, pour moi, c'est aussi quelque part aigri. C'est les gens qui, voilà, c'est comme ça et puis non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, je suis restée comme je suis. Enfin, j'ai pas du tout changé. Heu Peut-être ça peut donner cette image, hein, tu un Capricorne, vous savez, c'est J'allais Capricorne. vous demander Ah bah oui, quel signe vous étiez. avec Capricorne, bien Capricorne. entendu, voilà, et cetera. Bien, sachant que Capricorne, c'est un signe quand même qui est extrêmement sensible. Ouais. On le montre peut-être pas spécialement, mais voilà, qui peut-être demande un peu plus de temps pour être en Mmh. confiance. Pour terminer, j'aimerais que vous nous racontiez une histoire. Est-ce Mmh. que vous avez, alors vous qui avez été aussi dans l'immobilier pendant quelque temps, Ouais, vous savez, sur les réseaux sociaux, parfois on voit les avant-après. Il y a oui, la photo d'une maison ou quelque chose qui était un peu délabré, et oui, puis on voit les travaux et quelque chose qui en devient absolument oui. fantastique. Est-ce que dans vos accompagnements, vous avez une histoire de quelqu'un que vous avez accompagné qui était arrivé presque en ruine et qui, voilà, d'un seul coup se métamorphose parce que votre accompagnement l'a permis Tout à fait, tout à fait. Une personne qui est venue vers moi là, elle était vraiment décidée de changer? de changer, les dettes.
des situations familiales extrêmement bizarres, je dirais. Hem, Son conjoint qui des années, vivait sa vie comme il le pensait, en fait. Et la personne, elle pensait que c'est normal, qu'il faut sauver la famille, que vous voyez, et cetera. Bien entendu, dépression, bah, beaucoup de difficultés au niveau mental, en fait. Et finalement, après l'accompagnement, moi, j'ai vu quand même, très tout de suite, quasiment, j'ai vu tout de suite, Oui. que où se trouvaient les blocages. Et oui, alors, complètement le changement total. Au bout de 6 mois de coaching, la personne rayonnante, trouver quelqu'un, pris de grosses décisions, grandes décisions quant à sa vie privée et à tous ces blocages qu'elle voyait pas, en fait. Elle Mmh. vivait tellement dans les croyances, voilà, trouver du travail super intéressant qui le passionne. Et ouais, et puis elle me dit: «Mais pourquoi j'ai jamais fait ça avant?» Ouais. Voilà, Je c'est pense ça. que c'est sans doute une des phrases qui doit Ouais, revenir le plus souvent. «Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant?» ouais. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui disent: «Pourquoi j'ai pas fait ça avant?» Parce que en fait, vous ne pouviez pas faire autrement. Déjà, chaque personne, elle fait le mieux pour elle en ce Mmh. moment-là. Peut-être elle a pas assez de force. Peut-être il y a des raisons. Il y a l'éducation. On est élevé dans la honte, dans les peurs. Mmh. Depuis, voilà, on parle très peu de la honte, mais la honte, elle est très présente. Comment je peux dire que mon mari, il va pendant 15 ans, il va ailleurs? C'est la honte, voyez? Et cetera. Donc ouais, Vous êtes aligné? moi, je suis parfaitement alignée, parfaitement alignée, Mais en plus, comme vous jamais. savez quoi? Ça s'entend parce qu'à chaque question que je vous Ouais, pose, il y a pas d'hésitation dans la mmh, réponse. ouais, On sent que voilà, hop, tuc, tuc, hop, j'ai cerné la situation, je sais ce que j'ai à vous répondre, c'est parce ça. que je suis convaincu Oui, et je suis consciente de ce que je peux apporter pour aider oui, les autres. absolument. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je ressens dans ce qu'on apprend dans la programmation neurolinguistique, il y a une espèce de pyramide, et il y a un moment qu'on arrive à un état supérieur, en fait, spirituel. Et c'est justement ce calme absolu. En fait, la maîtrise et le calme, parce qu'on sait de quoi ça vient. Et le calme, ça nous aide dans tout ce qu'on a. Parce que le problème, quand il arrive, de toute façon, il est là. Alors, c'est comment on va le gérer, ce problème. Est-ce qu'on va paniquer, va se dire, oh mon Dieu, voilà, c'est la fin, voir les scénarios noirs et mauvais, ou on va reculer. Ça, c'est une des pratiques de la PNL. On recule, on se met en place d'un observateur, et on dit, OK, là, j'ai ce problème-là. On va plus l'analyser, on va se dire, comment est-ce qu'on va aller pour la régler, en fait? Et qu'est-ce qu'on a en notre possession pour la régler? Voilà. Est-ce que votre famille est fière de vous aujourd'hui? Je pense que oui. Ouais. Vos enfants? Mes enfants, oui. Même qu'au début, vous savez, les réseaux, c'est toujours, voilà. Mmh. Moi, j'ai tout de suite cadré. J'ai dit: «Écoutez, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est pas évident du tout de s'exposer comme ça sur les Mmh. réseaux. Mmh. Pour moi, c'est une cause que je défends, donc c'est pour ça que je fais. Mmh. Je le veux démontrer aussi aux femmes de 60 ans que ça n'est rien, en fait, et qu'on a encore toute notre vie devant nous, aux femmes, aux hommes, aux gens, en fait, en général. Donc pour moi, c'est vraiment une vraie mission. Et et puis voilà, et j'invite, de tout le monde, de réaliser ce qu'ils ressentent. Chaque fois une pensée traversée, on travaille là-dessus tout de suite. Vous avez encore de la famille à Saint-Pétersbourg? J'ai ma maman et ma sœur jumelle qui a traversé aussi les périodes, très, très difficiles, Mmh. au niveau de sa santé, et elle m'a dit une phrase extrêmement intéressante que je vais le partager avec les autres. Elle a dit: «On commence à guérir et vraiment réellement, être heureux quand on comprend que tout ce qu'on avait fait qui était pas spécialement bien, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est voilà, c'est nous, nous sommes responsables de nos actions». Que chacun prenne sa responsabilité. Absolument. Mmh. Moi, je dis toujours, la vraie responsabilité, c'est d'assumer les conséquences de la décision prise auparavant. Bravo. Bravo pour votre parcours, bravo pour, ce que vous, voilà, que vous propagez comme ça s'entend, hein, vous êtes une femme Mmh. d'énergie. Vous vous considérez comme, une, oui, j'allais dire
Une working girl, oui, sans doute. Bien sûr, bien sûr. Quand on travaille sur un chantier et quand on dirige les chantiers Mmh. et quand on est maître d'ouvrage et on a énormément Mmh. d'hommes qui travaillent avec nous, et cetera, et puis ils disent: «Ah, mais c'est pas, Mmh. comment tu fais?» Tranquille, très bien. Comme Bon, ça, de la même manière, du moins qu'on respecte des gens qui travaillent pour nous, ouais, je pense qu'il y a pas de problème. et vous êtes bien en Suisse. Je crois que je vais partir un peu à Dubaï. C'est vrai? Ouais, parce que, je suis arrivée à ce vous voyez, quand ça monte comme ça, j'ai envie un peu de tester notre, comme quoi qu'à 60 ans, on peut le faire aussi, hein. Ouais. De tester un peu d'une autre vie, d'autres opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous repensez de temps en temps, pour finir, Valentina, vous repensez de temps en temps à la petite fille des abattoirs de Lausanne? À la jeune femme des abattoirs de Lausanne? Ouais. Moi, je pense Vous que repassez devant des fois? oui, oui, C'est vrai? oui, oui, ça fait oui, oui. Je commençais à 4 heures du matin, je finissais à 10 heures du soir, encore en plus, donc c'était pas mais oui, oui, en fait, ce que je pense de cette fille aujourd'hui, en fait, elle est toujours, comme là, comme je suis aujourd'hui. Elle est restée toujours souriante. Elle croyait en son avenir. Elle n'a jamais été aigrie. Elle n'a jamais été fâchée parce que quelqu'un traversait la route en Mercedes ou bien une voiture, vous voyez, de luxe. Ça a pas touché plus que ça. Elle savait que son chemin, elle va se poursuivre. Et là, voilà ce que le message que j'ai envie aussi de partager. Ne regardez pas ce qu'ils font, les autres. Regardez ce que vous avez envie de faire et suivez votre instinct et votre intuition. Ce sera évidemment sur ces mots que je vous invite à réfléchir à tout cela, à contacter, Valentina. On va mettre autour de la vidéo tous les liens, hein, avec les réseaux sociaux et tout ce qui permet Merci. d'avoir, une approche, avec, Valentina. 10 ans. Oui. Voilà, je le dis bien cette fois-ci, ça c'est bon, on dit pas le S à la fin. Non. Non, parfait. Merci infiniment, Merci beaucoup à Valentina. vous. Merci, c'était Merci. passionnant de vous écouter. Bravo Merci pour, beaucoup. la femme que vous êtes. Merci. J'espère qu'elle inspirera, suffisamment de gens pour, opérer cette, métamorphose, hein, Ouais. que parfois les gens désirent intérieurement, mais avec certains blocages, Ouais. n'arrivent pas à y accéder. Merci à tous, vous commentez, vous partagez, bien sûr, on a besoin de tout cela et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.